Toujours une longueur d'avance, toujours une longueur d'avance. Taxi FM. Gaëtan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gaëtan. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi Presse de ce mercredi. Ce sera avec Thierry Afanokwe, l'administrateur principal du site gapola.net, Isidore Akolor, le directeur de publication du journal Actu Express, Tchakala Alero, le patron du journal Courrier de la République et Olivier Adia, le patron de l'agence de presse Afripresse. Avec eux, nous reviendrons sur la situation socio-politique de notre pays. Nous parlerons beaucoup plus du dialogue en suspension depuis vendredi dernier. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Des propositions, beaucoup en fond, notamment comme le cas dans le journal Actu Express, le cas de la CVU Togo, Diaspora, analyse de Yves Koué Amaïzo que le confrère a traité hier. En tout cas, vous lirez l'article dans le journal Actu Express si vous ne l'avez pas encore lu. Et puis ce matin dans le quotidien Togo Matin, c'est l'ancien Premier ministre, Maître Joseph Kokou Kofigo, on reviendra sur le sujet. Nous parlerons également de l'éducation où syndicats et gouvernements refusent de s'entendre et ils s'accordent pour ne pas s'entendre finalement. Et au-delà de cette crise qui dure depuis des années, nous avons choisi d'aborder un autre angle du sujet. On va l'évoquer avec mes confrères en studio. Bienvenue. Et nous commençons avec le quotidien Liberté qui est dans les kiosques ce matin. Notre confrère dit, enfin c'est une interrogation quand même, à part Faure Gnassingbé, aucun autre intelligent au RPT Unir capable d'être président de la République. C'est l'interrogation du journal. Vous lirez l'article à la page 3. Il y a aussi un autre sujet lié donc au népotisme au sommet de l'État. Faure nomme son beau-frère à la tête du ministère de l'eau. Je poserai la question à mes confrères tout à l'heure sur le sujet. Et puis, il y a un autre sujet lié donc au malaise généralisé dans le monde du travail. La ST qui démarre une grève de 48 heures, 3 jours pour la CZ. L'article est disponible dans le quotidien Liberté. Il y a aussi le quotidien Forum de la semaine. Notre confrère qui parle de la politique avec Nana Akufo-Addo qui est excédé aujourd'hui par deux positions irréconciliables et diamétralement opposées. L'article est à lire dans le journal Le Quotidien Forum de la semaine. Et puis, impasse politique, voici les propositions de sortie de crise de Maître Joseph Kokou Kofigo. L'article est à lire dans le journal Le Quotidien Forum de la semaine, je veux dire. Il y a le journal de la bonne humeur aussi, Sika qui parle du dialogue. Si le dialogue échoue, préparez-vous à courir encore. Alerte déjà le journal Sika. Tout en caricature, je vous jure. Quelqu'un qui ressemble à un corps habillé, qui poursuit un autre qui ressemble à un militant du PNP. Vous imaginez ce que c'est. Et puis, Festival international de la mode, où va cet événement? C'est l'interrogation du confrère. Puis, il y a un autre élément, c'est également la sexualité. Grossir sans pénis, c'est possible, écrit notre confrère Sika. Il y a aussi le journal La Lanterne qui parle du dialogue constipé. Comment? Non, je n'ai pas entendu. Le débat n'y est pas. Très bien. Écoutez, on lira tout dans le journal La Lanterne. Il y a aussi le journal, La Lanterne, bien sûr, on va lire le journal là. Et notre confrère qui parle du dialogue constipé. La non-candidature de Faure en 2020. La C14 face à 3 dilemmes. La C14 se lance dans une charte de transition pour faire coup d'état civil et intellectuel à Faure Gnassingbé. C'est ce qu'analyse donc le confrère La Lanterne. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis en confidentiel, des traîtres et des mafieux autour de Faure Gnassingbé qui appuient et encouragent la coalition des 14 partis. Vous lirez l'article dans le journal La Lanterne. Il y a aussi le journal Dunia Le Monde qui parle du deuxième round du dialogue intertogolais. Ça coince, s'exclame notre confrère, mais l'espoir est encore permis. Vous lirez cela dans le journal. Le dialogue intertogolais sera-t-il délocalisé à Accra? Une nouvelle interrogation à lire dans le journal Dunia Le Monde. Il y a aussi le journal La Manchette. Charte de transition, l'armée et la colère de Nana Akufo-Addo, dialogue, tout le film des instants cachés. C'est ce que le confrère nous propose. Le journal qui nous informe également que Maître Agboibo a aussi réagi par rapport à l'impasse. Et il dit qu'il faut sortir de l'impasse.
C'est dans le journal La Manchette avec aussi l'entretien exclusif avec Dr Aubenton qui dit que le problème du Togo est loin de celui de chercher à faire partir un régime. Tout cela, c'est dans le journal. Et puis il y a le quotidien Togo Matin aussi, face donc à la complexité politique, les scénarios de sortie de crise de maître Joseph Kofigo. C'est ce que vous lirez dans le journal. Et puis la C14 viole le règlement intérieur du dialogue, alerte ce matin notre confrère Togo Matin, le confrère qui revient également sur la nomination d'un nouveau ministre dans le gouvernement qui est élargi aujourd'hui. Un plus pour les secteurs de l'eau et de l'assainissement, écrit le journal. Il y a aussi le journal Le Messager qui évoque la résolution de la crise politique au Togo, le mécanisme d'un retour à la constitution de 1992 et les conséquences y afférentes, une équation compliquée pour la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, conclut notre confrère. Le journal qui parle toujours de la crise et le récent voyage d'une délégation du groupe des 14 au Nigeria, ce que Fabre et Adjamago n'ont pas dit à toute la coalition. Le confrère a eu quelques bribes d'informations. Il le partage avec les lecteurs et puis nos auditeurs, si entre-temps vous allez acheter le journal. Et puis le dernier journal avec nous, c'est le Mania Libéré, usurpation, beaucoup plus de suspension des travaux du dialogue intertogolais, les travaux au rythme de l'agenda du facilitateur, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis il y a un ferme engagement du facilitateur Nana Akufo-Addo dans le dossier togolais. La liberté des Togolais n'est pas négociable, a-t-il déclaré. Vous lirez cela dans le journal. Et puis il y a aussi la CZ qui démarre 72 heures de grève ce jour et un boycott des évaluations. Vous lirez cela dans le journal Le Mania Libéré. Il y a aussi le journal, j'allais l'oublier, le Libéral. Sauver le dialogue, alerte donc où propose le confrère Le Libéral. Le journal qui parle également des réformes constitutionnelles, position inconciliable, le bras de fer entre pouvoir et opposition. C'est à lire dans le journal. Et puis Antoine Gbegbeni, directeur de la TDE nommé ministre de l'eau et de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise. L'article est à lire dans le journal. Et puis il y a aussi l'OTM qui dénonce des menaces contre les journalistes, des journalistes sur les réseaux sociaux. Vous lirez l'article dans le journal Le Libéral. Et puis un tout dernier, c'est le dialogue. Dialogue entre les acteurs politiques au Togo, des positions tranchées qui risquent de mettre des efforts du gouvernement à volo. C'est à lire dans le journal. Vous comprenez que dans les kiosques ce matin, outre le dialogue, vous avez le bi-hebdomadaire Le Libéral, il y a aussi le Mania Libéré, vous avez la Manchette, le quotidien Liberté, le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Togo Matin également, il y a l'hebdomadaire Dunia Le Monde, il y a la Lanterne, il y a le journal de la bonne humeur Sika, voilà les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Alors, si vous avez encore un peu de chance, vous pouvez trouver dans les kiosques Actu Express, dans les kiosques depuis hier. Le confrère, en évoquant le 27e dialogue intertogolais, parle des raisons du blocage. On va l'évoquer avec Isidore Akolor tout à l'heure. Et puis, l'amélioration du climat des affaires au Togo. Les journalistes outillés sur la méthodologie d'évaluation et des réformes opérées. À tout à l'heure. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Et ça, c'est la vérité. Merci de nous recevoir sur Radio Taxi FM Lomé. Merci à vous tous qui nous recevez à Paris, à Toulouse et à Marseille sur le www.radiotaxifm.com. À Montauban aussi. Ceux qui sont en déplacement. Bonjour Olivier Adja. Oui, bonjour cher ami Eric et bonjour à toutes et à tous. Tout à l'heure, vous chambrez Tchakala Alirou par rapport au match Real de Madrid contre l'Espagnol Barcelone. C'est comme c'est interdit de venir à Catalogne pour jouer contre quelque équipe que ce soit. Il faut dire que les trois équipes de la Catalogne ont réussi à dompter donc, le Real Madrid au cours de cette année. C'est dommage. Girone et Barça et puis hier l'Espagnol. Bon, il faut comprendre que c'est une province indomptable. Ah oui, bien sûr, on veut l'indépendance à Catalogne. Oui, ce qui est curieux, c'est que nous, on est fair play, on sait jure de nos victoires et on sait tirer les enseignements qui s'imposent de nos défaites. Ce n'est pas la première défaite que vous avez vue. Real en considérera beaucoup. On en reparlera si vous voulez. Non, c'est que là où nous mettons nos coupes, là, c'est tellement plein que cette année, on a senti qu'il faut libérer un peu d'espace. Bonjour Chakala. Bonjour Saint-Éric. Merci de m'avoir titillé. Ah oui, bien sûr.
C'est pour la bonne ambiance. La bonne ambiance. Et puis, bon, je crois que le groupe le plus actif, c'est Agora du foot. Hein, et là-bas, c'est très bien. Si les politiques aussi peuvent prendre exemple de ce groupe-là, je crois qu'ils grandiraient. Qu'est-ce qui vous a dit que les politiques ne se parlent pas, qu'ils ne sont pas joyeux entre eux? Ça ne donne pas l'air. S'ils se parlaient avec sincérité, s'ils le faisaient comme tous les membres de la plateforme Agora, je crois qu'on n'en serait pas au 27e dialogue. Un clin d'œil donc à nos amis qui sont sur la plateforme Agora Foot National. Je les aime, je les apprécie. Très bien. Bonjour Isidore. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Pas mal. Merci de nous avoir rejoints. Thierry Afanokwe, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous. Nous allons commencer par une situation, c'est dans l'éducation. Ça a commencé par... ça n'émeut plus presque personne quand les enseignants disent qu'ils ne vont pas au cours, puisqu'ils ont annoncé 3 jours de mouvement qui démarrent aujourd'hui, demain jeudi et puis vendredi. Mais au-delà de ces grèves répétitives, au-delà de la baisse de niveau, est-ce que ça ne pose pas un problème fondamental, Isidore? Franchement, moi, je me lasse de ce débat, oui, parce que chaque jour que Dieu fait, on en parle. Mais visiblement, l'autorité n'est pas à même de pouvoir régler le problème. Si à chaque jour, les enseignants doivent se mettre en grève ou faire des sautes d'humeur avant que l'autorité ne réagisse, je me dis que mais là, nous ne sommes plus dans un État, nous ne sommes plus dans une république, et on dit que gouverner, c'est prévoir. Bon, le gouvernement dit avoir consenti beaucoup d'efforts, mais qu'est-ce qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les mouvements continuent? On se pose beaucoup de questions. Si le salaire a quelque peu augmenté, qui est passé du simple au triple, voire quadruple, selon les informations que nous avons, selon le Premier ministre, il avait donné la courbe de la tendance d'augmentation du salaire de 2005 à nos jours. Mais si tant est que le salaire a évolué, je ne comprends pas pourquoi on va se tirailler sur des problèmes de primes. Parce qu'avant tout, c'est ça, c'est le nœud gorgien des mouvements que nous constatons. Ça voudrait dire qu'on peut parler aussi d'une certaine exagération? Non, je n'irai pas jusque-là. Ne rien lâcher, puisqu'il y a eu quand même des efforts. C'est vrai qu'on ne demande pas au gouvernement de faire des efforts. Je n'irai pas jusque-là, dire qu'il y a une exagération, mais je crois qu'il faudrait plutôt... C'est peut-être la méthode qui manque. On a le minimum. Non, c'est peut-être la méthode qui manque. On peut quand même demander à surseoir à ces mouvements de grève. Bon, imagine-toi... pour donner la chance à nos enfants. Parce qu'il s'agit de ça aussi. Excusez-moi d'insister. Oui, imagine un gouvernement qui dit que le statut particulier sera mis en application au début de l'année et qui ne le fait pas et qui ne parle pas langue avec les concernés. Ça doit l'air comme du mépris. C'est l'interprétation que j'ai de la chose. Si les efforts ont été faits, pourquoi ne pas aller en négociation ou être proactif, dévancer les événements pour que ces grèves que nous constatons ne se tiennent plus et que on sente, tu vois, moi je constate que tel on a tourné en bourrique les politiques, on est en train de tourner en bourrique les enseignants, non seulement les enseignants, mais comment dit-on, les travailleurs, tout le monde, qui se met aussi en ordre de bataille. De bataille, il faudrait que le gouvernement puisse se plancher sur le problème et remettre en confiance les travailleurs. Tchakala. Non, dans tout cette impasse observée au niveau de la fonction publique ou même au niveau de l'éducation, je crois que c'est le manque de respecter la parole donnée qui entraîne tout cela. Aujourd'hui, il serait quand même indécent pour l'intelligence humaine de ne pas reconnaître qu'il y a eu de nettes améliorations chez ces enseignants. Oui. Les salaires sont bons, il y a eu certaines primes, mais au-delà de tout, qu'est-ce que ces enseignants veulent? C'est le statut particulier, comme d'autres secteurs en ont connu. Mais à partir du moment où on leur a dit que non, ce statut-là sera effectif à partir de la rentrée passée, je crois qu'il fallait le faire.
Et si d'aventure on ne pouvait pas respecter cette parole donnée là, pendant les vacances, on aurait pu mettre à profit ces vacances-là pour convoquer les différents syndicats et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver l'année. Mais on a attendu, malgré nos appels répétés, toutes les fois qu'on venait ici, on disait que tiens, il est grand quand même, il est grand temps qu'on mette à profit les vacances pour peut-être essayer de s'entendre sur le juste essentiel qui pourra permettre une bonne année scolaire. Mais ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, comme vous l'avez écrit lundi, entre le gouvernement et les syndicats, c'est un dialogue de sourds, ça dure depuis des années. La seule victime, c'est l'école. Hein. Non, c'est l'école. C'est le niveau de nos enfants, de nos frères. Oui, c'est le niveau de... Et c'est ça le Togo de demain. C'est ça le Togo de demain. C'est ça le Togo de demain. Et si on ne prend pas garde, on ira chercher l'élite qui va être aux commandes de ce pays dans d'autres pays. Parce que si... Les nôtres seraient devenus des racailles. Des racailles. Parce que ça ne tiendra pas. Imaginez-vous, c'est que le Togo sera à l'image de ce que nous avions connu au cours de cette grève dite générale et limitée, où ce fut un fourre-tout dans l'administration togolaise. On traîne jusqu'alors les séquelles de cette situation, parce qu'il fallait sauver une situation. Le premier venu était ceux-là qui choquent pour sauver une situation. Donc l'administration togolaise est en train d'en pâtir jusqu'alors, et si nous ne prenons garde, comment est-ce que quelqu'un qui a cette fierté d'être togolais, quelqu'un qui est fier de laisser quelque chose à la postérité demain, puisse dire que non, même si c'est 2 chapitres que vous avez fait, c'est sur ces 2 chapitres-là qu'on va composer. Non, ça ne se fait pas comme ça. Oui, c'est pas de logique. En même temps, c'est logique. C'est pas logique, c'est un enseignement au rabais. C'est-à-dire, oui, non, c'est-à-dire que vous avez vu que 2 chapitres. Vous voulez qu'on vous interroge sur quoi? Sur 10 chapitres. Alors là, il faut blanchir l'année. Il ne faut pas faire les choses. Au Togo, l'année peut prendre toutes les couleurs, sauf la blanche quand même. Et vous voyez ce qu'on est en train de créer sur le terrain. Des étudiants, des gens même qui sont dans l'administration, qui ne peuvent pas agencer des mots pour donner une phrase française correcte. Là, je crains que demain ne soit pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On dit que le niveau baisse, mais il y a pire encore qui arrive par rapport à ce que nous sommes en train de réserver à chaque. Et maintenant, moi, j'accuse la Fédération des parents d'élèves du Togo. Elle a un rôle à jouer. Ils sont en train de se montrer absents, totalement absents. Vous voulez dire qu'ils sont complices? La complicité, elle est très active. Sinon, si ces parents d'élèves sont conscients de ce qu'on est en train de fabriquer, ils auraient depuis donné la voix, ils auraient donné le ton, ils auraient fait des propositions constructives qui pourraient peut-être rallier les deux bords. Mais ils ne font rien, ils sont là, ils assistent en spectateur. Et pendant ce temps-là, ils se contentent des cotisations qui se font, ils font des déplacements. Mais quand ils vont ailleurs voir le système éducatif des pays qu'ils visitent, est-ce que c'est comme ça que ça se fait? Non, il pouvait quand même être cette passerelle-là entre le gouvernement et les enseignants. Et la plupart de ceux-là qui animent même cette association appelée FESPAREL, c'est des enseignants. Pourquoi il ne peut pas être cette force tampon-là? Et bon, de façon complaisante aujourd'hui, ils croisent les bras. Ils assistent en spectateur. Si ce sont les enseignants qui sont encore là-dedans, ça veut dire que bon, voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. La fibre de parents d'élèves, la fibre, c'est qu'on ne peut pas consentir des efforts. Vous avez vu comment les parents se sont saignés pour préparer la rentrée de leurs enfants. Si ça doit s'arrêter à 2 chapitres, qu'on va leur demander maintenant, le niveau, il est où? Et à la fin de l'année, soyez sûr qu'on vous dira que le taux de réussite est à 99%. Nous sommes au Togo et c'est ce que nous constatons souvent. Thierry Afanokoué. Oui, la question de l'éducation, le niveau des élèves. Oui, parce que depuis des mois et des mois, des années, depuis que ça a commencé, on a toujours parlé de cette guerre entre le gouvernement, les enseignants, les uns voulant de l'argent, les autres disaient que l'argent, il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc vous prenez un petit peu. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où ce qu'on est en train de constater, c'est le niveau des enfants, des élèves, des étudiants en plus aussi. Malheureusement, c'est le constat et la responsabilité incombe donc au gouvernement parce que le Premier ministre, quand il s'agit de faire cette promesse, je me dis qu'il a mesuré les pour et les contre de cette annonce et malheureusement jusqu'à aujourd'hui le gouvernement n'est pas en mesure d'honorer cet engagement. Et le gouvernement doit comprendre qu'il est temps de tenir des discours de vérité,
de ne plus conduire les choses dans la peu près. Ça serait dans d'autres pays, ce gouvernement serait appelé à démissionner depuis. Il y a deux choses, excusez-moi de recentrer le débat. Il y a quand même deux façons de voir la situation. D'abord, la première façon, la guéguerre qu'il y a aujourd'hui entre le gouvernement et les syndicats des enseignants, qui a donc une conséquence sur l'école, Tchakala le disait. Et la seconde façon de voir la chose, c'est le niveau même des élèves, de nos enfants, de nos petits frères, de nos soeurs. Alors, est-ce que si on règle le problème des enseignants, automatiquement, la question du niveau va être réglée? Ils doivent l'habitude de dire qu'au Togo, ce n'est pas l'éducation, c'est l'enseignement. Ça n'a pas de sens. Oui, je crois que dans ce pays, choses bien différentes, dans ce pays, le chef de l'État avait annoncé des assises concernant l'éducation. Et en principe, si c'est que ces assises-là ont eu lieu, toutes ces questions-là seront débattues au cours de ces rencontres. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Et aujourd'hui, c'est les enfants qui payent parce que le niveau d'études, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, on constate malheureusement que les enfants se désintéressent davantage de l'éducation parce que vous allez aujourd'hui à l'école, demain vous n'y allez pas parce que tout simplement les enseignants ne sont pas là et on risque même si on fait le décompte des jours de grève et les jours où les élèves ont eu droit à des cours, on risque d'avoir plus de jours de grève que les jours de cours et cela aura des incidences donc sur le niveau d'études de ces enfants. On risque même d'assister à ce phénomène-là où le gouvernement serait amené à rallonger le délai concernant l'année parce que c'est 9 mois en principe. On risque d'aller au-delà de cela histoire de permettre aux enseignants de se rattraper. Et le problème qu'il y a aujourd'hui aussi, ça concerne le bac parce que au niveau de l'UEMOA, je crois qu'il y a une directive qui demande à ce que ces examens-là soient organisés, harmonisés, soit organisé au même moment. Vous constatez que on va assister à ce phénomène-là que de notre côté, on risque de ne pas tenir donc à cette date-là. Non, rassure-toi, ils le feront. Ils le feront, mais même s'ils le font, les élèves n'auront pas les cours nécessaires pour aller donc. Parce que là, c'est le bac. Ce n'est plus un examen organisé sur le territoire togolais. Oui, et ce à quoi on va arriver malheureusement, c'est que nos diplômes seront dévalorisés sur le plan sous-régional et sur le plan international parce que tout ce qui se passe aujourd'hui est suivi de près. Dans le passé, les Togolais étaient honorés par rapport à leur diplôme, mais aujourd'hui le niveau d'études est très 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 bas et c'est regrettable pour notre pays. Olivier, quel est votre commentaire par rapport à cette situation? Non, vous l'avez déjà dit, c'est une situation déplorable et ça dure trop. Et la conséquence sont là aussi soulevées, c'est que le niveau des étudiants, le niveau des élèves et écoliers est en train donc d'être au rabais ou bien en tout cas d'avoir un coût. Oui, bien sûr. Puisque il faut dire que depuis longtemps, on a toujours dénoncé que l'école togolaise souffre de plusieurs maux et dont la qualité même des études. Et si encore on va continuer dans ce sens, c'est que on ne sait pas là où on va. Mais moi, la question c'est à qui la responsabilité? Est-ce que c'est au gouvernement? Aujourd'hui? Absolument pas aujourd'hui forcément, mais demain. Ces enfants qui n'auront pas le niveau pour aider le pays à se développer, ces enfants qui n'auront pas le niveau pour avoir un poste à quelque part dans l'administration ou dans les entreprises privées, à qui vont-ils s'en prendre? Parce qu'ils ont payé pour l'écolage. Ils ont honoré leur part de contrat, ou du moins leurs parents. Mais en réalité, et l'État et les enseignants, eux, n'honorent pas leur part donc, de contrat. Si on était dans un pays où, je ne sais pas, c'était bien organisé, tout marche bien. On devait porter plainte contre les deux entités. Absolument. J'estime que la société civile même ne joue pas
son rôle. On devait porter plainte contre les deux entités. Je ne dis pas seulement le gouvernement, mais les deux entités. Puisque juridiquement, il y a un contrat entre deux camps. Oui, sinon 3. Les parents d'élèves, non 2. D'accord. Les parents d'élèves et l'éducation. L'éducation représentée par le gouvernement qui a des proposés. D'accord. Qui a mis à la disposition pour la bonne marche, l'exécution de ce contrat des agents. Mais voilà, on n'a pas satisfaction. Et dans ces cas, on porte plainte contre la partie qui n'honore pas son engagement. C'est normal, Ça, en fait. C'est une nouvelle idée, ça. Hein. Non, ça aurait été dans des pays. Là, le rôle là revient aux parents d'élèves. Et à l'association des parents d'élèves. À la société civile. Qu'est-ce que la société civile a à mettre? On va dire que vous n'êtes pas aussi concerné que ça. Quelle société civile? Ah non, la société civile. Voilà, la société civile, c'est fortement représentée par l'association des parents d'élèves. Oui. C'est en cela, elle n'est pas le seul. La société civile, c'est le regroupement il y a des cahiers de charge. Il y a des cahiers de charge. Est-ce qu'il y a des sociétés civiles organisées au Togo ici qui s'occupent de l'enseignement mieux que les parents d'élèves? C'est en cela que je regrette la mort d'Ossou Ferdinand. Il serait là, il va bouger, il va faire bouger les lignes. Aujourd'hui, ces parents, cette association de parents d'élèves est complice de la situation que nous vivons. On l'interpelle à jouer son rôle. Il peut porter plainte. Et là, ils seront soutenus par d'autres organisations. C'est à eux de prendre le devant de la chose. Terminé. Non, mais moi, je suis un peu écœuré et puis embêté par cette situation parce que d'abord, elle dure trop et tout ce qui dure est lassant, en fait. C'est-à-dire, tout, c'est répétitif. Chaque année, on sait que l'enseignement va connaître des troubles. Et même la dernière fois, il y a un ami qui demandait à un éducateur de savoir sur l'année combien de jours ils ont pu être à l'école et combien de jours ils n'ont pas enseigné. Et quand on fait la part des choses, vous remarquerez que ils n'ont pas fait la moitié, ou du moins ils sont près de la moitié donc du temps qu'ils devaient faire avec les enfants dans les classes. Donc le gouvernement a sa part de responsabilité, mais il ne faut pas aussi mettre, ou bien en tout cas faire oublier plutôt la responsabilité aussi des enseignants. Donc moi je me mets dans la peau de parents d'élèves, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a un contrat avec l'État. Donc il est normal que je sois agacé par cette situation et que je demande que ça soit réparé, parce que demain peut-être mon enfant ou nos enfants auront du mal à être compétitifs avec les enfants peut-être béninois, Ghanéens ou autres. Ou de certains Togolais qui ont mis leurs enfants à l'abri ailleurs. Absolument. Et là, parce qu'il y en a qui mettent leurs enfants à l'abri ailleurs. Ils étudient ailleurs. On porte un coup à l'égalité des chances que nous tous nous devons avoir. Le droit à l'éducation. Oui, le droit à l'éducation, l'égalité des chances de tous les Togolais devant les opportunités. Donc, c'est ça, et il faut vraiment qu'on pense à ça et qu'on interpelle ensemble les autorités, les enseignants, et que chacun soit mis devant sa responsabilité. Je vais juste pour compléter quelque chose. D'accord. Pour avoir fait l'enseignement, enfin, il y a longtemps, il y a un programme décliné en volume horaire. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Quel est le volume horaire? Par exemple, pour des enseignants, veut dire que pour telle matière, tu as tel volume horaire à respecter et tu signes, comment l'appelait, chaque fois des cahiers de test. Oui, voilà, c'est ça. Non, pas de présent, cahiers de test avec les cours. Du moins, mais ça, j'arrive pas à comprendre. Chakala. Il va falloir finalement, je ne veux pas dire rééduquer ce peuple, mais à dire aux citoyens qu'ils ont le droit de porter plainte s'ils ne sont pas d'accord. C'est leur droit le plus absolu. Habituellement, on l'ignore. Des gens l'ignorent. C'est leur droit le plus absolu. Et tenez-vous bien, dans ce système éducatif au Togo, ça a plusieurs vitesses. Quand vous prenez ceux qui opèrent dans le privé, mais les cours se passent normalement là-bas. Ça se passe normalement là-bas. Le volume horaire est respecté. Les chapitres sont respectés. Bien qu'ils aient une bonne longueur d'avance sur ceux du public. Vous voyez, il y a même des cours de rattrapage. Là, c'est une décision de l'État. Ça veut dire que ça marche ailleurs. Et qui sont les victimes? C'est les enfants des pauvres. Ceux-là qui n'ont pas les moyens de pouvoir débourser 100 000 pour inscrire leurs enfants dans le privé. Ce sont eux les victimes.
le fossé est en train de s'agrandir comme ça entre les nantis et les pauvres. Donc ça veut dire que certains citoyens s'arrangent pour briser l'avenir de certains citoyens. Absolument, c'est ça. Citoyens. Ils sont dans ce mauvais et funeste rôle d'endiguer des espoirs, de tordre l'espoir, la chance à certains de réussir demain. Quand tu es pauvre, ton enfant demain, il faut t'attendre qu'il soit pauvre, qu'il ne réussisse pas. C'est ça. Mais ça, malheureusement. C'est horrible. Non, c'est horrible. C'est cynique, c'est pervers, mais c'est ça. C'est ça. Et je vais encore réitérer cela. J'accuse cette association appelée Fesparel. Je l'accuse. Ça fait 6 ans que cette situation dure. Que peut-elle faire cette association véritablement? Au moins jouer le rôle de tampon entre le pouvoir et les... quoi? Non, entre le pouvoir et les syndicats, ça ne passe pas. Mais ils peuvent proposer leurs bons offices. Voilà. On vous comprend, mais je crois que les lignes... Excusez-moi, non, les lignes peuvent bouger. Excusez-moi, dans ce pays, il y en a pas mal qui ont fait des propositions de sortie de crise dans tel domaine. Je crois que cette association fait partie même de la crise, puisque tous les différents cadres mis en place pour réfléchir sur cette question des enseignants, cette association est représentée. Donc, cette association sûre... Elle est même... Oui, elle est au aussi sein... dans la crise. Oui, elle fait partie de cette crise-là, puisque elle est représentée à la table de discussion, de négociation. Donc, cette association sait tout ce qui se passe. Non, c'est les jeteurs de présence. Oui. Qui les intéresse. On a eu assisté. Ils ne l'aiment pas le petit doigt. Non, c'est insultant à leur endroit quand vous parlez de ça comme ça. Il faut les titiller. Non, il faut graisser. On ne titille pas les gens les insultants. Je suis pas d'accord avec vous, excusez-moi pour une fois. On n'insulte pas les gens. La dernière fois, l'autre là, Olivier, disait qu'il y a un ami, c'est moi. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un enseignant et je lui ai demandé de me faire le point. Le nombre d'heures qu'ils sont censés faire, et ce qu'ils ont pu faire, et ce qu'ils n'ont pas pu faire. Mais le décompte est triste. Et ça doit choquer. Je l'ai dit, on risque d'avoir plus de jours de grève que... Non, il y en a déjà plus de jours de grève. On fait un jour de grève le lundi. Et cet enseignant, il n'est pas ici. Il enseigne dans une autre préfecture. Et il assume ses cours le lundi. Et le lendemain, après son cours, peut-être de 3 heures, il rentre. Qu'est-ce qu'il va faire à partir du moment où c'est plus de 112 heures de grève? Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ça. Et la semaine passée, dépité, à bout, certains élèves ont dû prendre la rue, à Palimé, à Dapon. Oh, il ne faut pas attendre que cette situation se généralise avant quand même de choses. Aujourd'hui, statut particulier de l'enseignement, là, qu'est-ce que ça comporte d'aussi compliqué qu'on n'arrive pas à s'entendre sur le juste essentiel? Des autres corps connaissent leur statut, ont leur statut. On n'a pas fait appel à Dieu quelque part pour qu'il vienne pondre cela. C'est des hommes qui ont élaboré ce statut. Maintenant, au niveau cela a des implications. Vous savez, sur ces questions d'implication, on peut aller à des négociations. On peut s'entendre, voilà, nous avons les textes, mais attendez. L'effectivité de ça. Oui, donc on peut discuter. On donne un moratoire. Oui, voilà. Il faut donner un moratoire. Ok, justement, on va faire un autre sujet. Ce n'est pas la grève forcément qui va faire sortir le statut particulier. Ce n'est pas parce qu'il faut multiplier les grèves que le statut va sortir. Mais malheureusement, nous en sommes là avec les grèves. Je crois qu'il y a un cadre en fait qui est mis en place pour discuter de cette question. Le cadre travaille, se rencontre et fait des propositions régulièrement, rencontre la presse. Donc je crois que il y a des questions pour lesquelles on peut gréver. Il y a des questions pour lesquelles on peut patienter, discuter. Parce que trop de grèves, vous me direz, sur la grève. Et c'est ce à quoi nous assistons. Mais ça a des bientôt, conséquences. Si ça continue comme ça, les élèves. On aura peut-être 2 jours d'études ou de scolarité dans l'année, et ça ne va gêner personne. On sait que peut-être scandale par rapport à quoi? Parce qu'on nous a habitués à ça. Au début, on nous a déjà habitués à ça. Bientôt, on n'aura plus. Toute l'année scolaire, on dit bon, on va aller à l'école 2 fois. Et on va dormir. Nous, on s'en fout. Parce que on sait que ça fait partie du jeu, en fait. Ça fait partie du jeu maintenant. Donc, il faut aussi appeler les enseignants à ne pas trop tirer sur la corde. Parce que ça risque de ne plus gêner personne. Les gens ont marché 5 ans dans ce pays. Et la situation n'a pas changé parce qu'à la fin, les Togolais sont habitués.
Donc, il faut pas aussi utiliser la même arme. Parce Oui, que non, mais désarmez- on a dit que les Togolais sont, oui, les gouvernants sont habitués aux manifestations, que ça ne leur fait plus rien, mais le 19 août jusqu'à aujourd'hui, on sait ce que ça a donné. Hein. Non, mais moi je parle Ça. de 2010, en 2010-2015. Oui, mais Et après ça a mais commencé à s'enchaîner. les acteurs ont changé de physionomie. On a changé de aussi. paradigme. Non, c'est Je veux qu'on pervers. aborde le sujet. Non, c'est pervers ce qui se passe. Et ce qui est révoltant, c'est qu'on traite ces enseignants des gens qui ont des acquaintances avec le politique, qui sont manipulés, au lieu de régler le problème. C'est en cela que je trouve ça pervers. Et un gouvernement qui se comporte de la sorte est un gouvernement qui a démissionné sur toutes les lignes. Et on a le courage de le dire. Et si vous voyez que même au ministère de la fonction publique, les gens grèvent, Oui. on se pose beaucoup de questions. Et l'administration, qu'est-ce que ça deviendra? Ce sont les hommes qui sont là-bas, ils ont le droit de Mais manifester. donc, leur c'est mécontentement. que Donc, c'est pas extraordinaire. Donc, le mal est partout. Le mal est partout. Et si vous qui êtes aux affaires, vous êtes aux affaires pour pouvoir régler les problèmes. C'est ça le drame que nous vivons. Très bien. Non. Je voulais qu'on avance sérieusement. Non, justement. On Non, risque de pas avoir la beaucoup de gestion, on a toujours dénoncé une situation, c'est la gestion de cas par cas. L'administration, qu'on soit du secteur de l'enseignement, du secteur de la santé, du secteur même de l'administration, ils ont tous les mêmes problèmes, ces fonctionnaires. Donc la gestion du cas par cas est en train de créer problème. Si on prend des mesures fortes, c'est vrai, il y a les moyens qui doivent accompagner cela, mais si on prend cette hauteur-là et cette responsabilité de gérer de façon globale la situation de notre administration, on n'en serait pas là. Parce qu'aujourd'hui, on va trouver suite au problème des enseignants et au problème des agents de la santé. Mais c'est un autre corps aussi qui va donner le ton parce qu'il aussi il a les mêmes problèmes que les enseignants et agents de santé qui ont trouvé suite. Donc, autant faire quelque chose, si c'est un pourcentage de 4 ou 5%, voire 10%, on le fait. Et là, c'est nous qui allons être maintenant les avocats du gouvernement si certains seront amenés à élever la voix pour réclamer encore des gens. On dit, mais quand même, contentez-vous de ça. Messieurs, merci beaucoup sur ce sujet. Hier, le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres et à la sortie, on nous a dit que le nombre des ministres a connu une augmentation. Un autre ministre entre en fonction, c'est, on va le conjuguer au passé maintenant, l'ancien directeur de la TDE, qui est maintenant nommé ministre de l'eau, de l'hydraulique villageoise. On est en train de décharger un petit peu Urokura Gadazi, le ministre. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui? Oh, bon. Olivier. Non, mais moi j'ai toujours dit que l'État c'est un tout. C'est un tout global. Et est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Certains ont besoin de ça, d'autres non. Il y a des localités aujourd'hui qui ont des soucis donc d'adduction en eau potable, etc. Et il faut aussi rappeler que le ministre Urokura Gadazi a un portefeuille plus lourd qui est le ministère de l'Agriculture et de l'élevage, de la pêche, donc l'eau, voilà, l'hydraulique villageoise. Il en a trop, donc il fallait le décharger pour avoir un interlocuteur ou bien du moins un préposé, un responsable donc à ce ministère. Et l'État ne doit pas s'arrêter parce que il y a une situation sociopolitique où il y a une crise. Non, l'État doit fonctionner, l'État doit continuer par fonctionner, et même si la situation est difficile. Donc moi j'estime que la situation est globale, l'État gère beaucoup de secteurs et ces secteurs doivent être viables et c'est l'État qui apprécie. Donc si les choses vont bien et comment faire pour que ça soit redynamisé. Thierry Afanokoui, quelle est votre appréciation de ce nouveau ministre dans le gouvernement? On rappelle qu'il n'y a pas longtemps, il y en a un qui a pris le portefeuille du tourisme, de l'industrie, ou à Tigbé. Aujourd'hui, c'est un autre qui prend le ministère de l'eau de l'hydraulique villageoise. Oui, vous savez qu'à la formation du gouvernement de Selam Klasso, il y avait eu pas mal de problèmes. C'est un gouvernement qui a été formé en 3 temps. Et c'est à la dernière minute qu'on a rattaché donc là finalement on peut dire que c'est un gouvernement qui se forme
presque tout le temps. je ne saurais le dire, mais c'est le constat. Peu de temps après, on a rattaché donc ce département-là à celui de l'agriculture. Et aujourd'hui, le gouvernement a compris qu'il y a des besoins en eau potable et on a choisi le directeur général de la TDE pour piloter donc pour occuper ce portefeuille ministériel. Oui. Et je crois que c'est de bonne guerre. Maintenant, Antoine Gbegbenny, c'est son nom. Antoine Gbegbenny, je crois que l'homme a fait ses preuves au niveau de la TDE, puisque depuis qu'il est arrivé, c'est ça il qui est a un petit peu bizarre, parce qu'il y a beaucoup de confrères, certains ne l'ont pas encore écrit, sinon beaucoup, qui parlent que la TDE c'est un autre scandale, que la presse s'apprête à publier dans les prochains mois. Moi, je n'ai pas ces informations très bien. à ma connaissance, mais je sais que depuis qu'il est là, il fait de son mieux pour restructurer donc cette société d'État. Vous avez vu entre-temps, il a eu à organiser donc des campagnes de raccordement en eau potable. Cette campagne est reconduite encore cette année. C'est un monsieur, je crois que si le chef de l'État lui a fait confiance, c'est qu'il croit en lui et on va lui accorder le temps pour lui permettre de faire ses preuves. Donc. En tout cas, le confrère Liberté nous apprend ce matin que monsieur Antoine Gbegbenny est le beau-frère du chef de l'État. Et donc, le journal en conclut que c'est du népotisme au sommet de l'État. Isidore Akolor, comment est-ce que vous appréciez finalement cette nouvelle nomination au niveau du gouvernement? Non, c'est une très bonne chose. Nous qui sommes dans les ODD, ça fait partie de l'ODD numéro 6. Et eau et assainissement, c'est très important. Pour que, qui est ministre Plan, qui s'occupe de ce portefeuille. Depuis le départ de Aïva, je crois que c'est à lui qu'on avait créé la toute première fois ce ministère de l'eau et de l'assainissement. Oui, bien sûr. Et depuis son départ, on a toujours rattaché... non, il y a eu un autre. Un autre encore. Bon, c'est après lui que... Non, pas Eva, Nandja plutôt. Oui, c'est Nandja. C'est Nandja. Nandja, toutes mes excuses. Donc, mais il n'y a pas eu d'évolution. Vous tournez votre robinet, l'eau qui sort dedans, c'est comme de l'eau rouillée. Du café. Non. Vous voulez nous dire que maintenant, avec la nomination de Antoine Gbegbenny, donc quand vous avez depuis quand ils étaient aux affaires, depuis que lui-même il était aux affaires. C'est ce que je dis. Ah, d'accord, très bien. Depuis qu'il était aux affaires, quand vous ouvrez votre robinet, la TDE. Donc, le problème de la TDE, c'est la vétusté de l'équipement. Oui, du réseau. Et du réseau. Tout ça a changé. Mais il y avait eu un effort, on avait débloqué de l'argent, on ne sait ce que c'est de là né le scandale en question que la presse voulait révéler. Et on en sait beaucoup de choses. Vous allez dans certaines localités de la ville de Lomé, mais l'eau ne sort jamais. Oui. Ou c'est à minuit ou à 2 h du matin. Bien sûr. Et les gens sont obligés de rompre le contrat avec la TDE. Vous allez à Bekota, vous n'avez pas d'eau. Il y a plusieurs endroits. Il y a plusieurs endroits. À Dido Gomé. Partout. Vous savez, au niveau de... Comment on appelle ça? Tokouin Hôpital. Tokouin Hôpital. Et là où même il y a le château d'eau. À proximité. C'est difficile. Dans l'habitat, pour avoir de l'eau. C'est difficile. Il faut veiller. C'est difficile. Donc, moi, je ne vois pas l'effort qui a été consenti jusque-là. Et le cas qui défraie les chroniques comme maintenant, c'est la ville de Tchévier. Oui, cette ville-là a toujours connu ce problème. Mais alors depuis qu'elle existe, alors que les études ont montré que la ville de Zio est sur une nappe phréatique très potable. Mais je ne comprends pas. Ça, c'est des questions qu'on se posait. Bon, donc aujourd'hui, il est nommé ministre, il n'a qu'à faire ses preuves. Et pour que l'eau et l'assainissement soient une réalité au Togo. Et pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de largesses de ceux qui ont mis en place cette histoire de ODD. Il y a des mesures d'accompagnement. Pays pilote. Parmi les 21 pays, le Togo en fait partie. D'accord. Je rappelle juste que vous pilotez une association qui s'intéresse aux ODD. Et c'est pour ça que vous en parlez autant. Tchakala Aliro. Non. La nomination. Un nouveau ministre dans le gouvernement. Ouais. Au moment où certains demandent à ce que ce gouvernement de cet homme classé soit balayé, qu'il démissionne. Oui, je suis de ceux-là qui militaient en faveur de ce rasage systématique de l'actuel gouvernement. Bon, j'ai été surpris que hier, au lieu de le raser, on est en train de le renforcer.
On dit, le besoin crée l'organe. À un moment, on a senti qu'il fallait quand même renforcer le secteur de l'eau et de l'assainissement surtout. Parce qu'avec les pluies qui ont déjà commencé de façon un peu prématurée, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, s'il y a quelqu'un quand même qui a cette expertise... Les pluies sont venues en retard, parce qu'il ne pleut pas en février d'ordinaire. Non, c'est venu un peu plus tôt. Moi, je dirais que les pluies de l'année ne sont pas venues et c'est maintenant que ça vient. C'est le verre à moitié vide. Si elles sont arrivées un peu plus tôt et on voit déjà ce que cela est en train d'engendrer. Ça veut dire que le problème de l'assainissement va se poser et s'il y a un ministre quand même qui va bénéficier des coudées franches en tant que personne à joindre quand il y a de ces problèmes-là. Je crois qu'on a trouvé. Mais bon. Et à Gadazi, est-ce qu'il ne le faisait pas? Non, il n'était pas. C'est seulement de l'hydraulique, mais pas de l'assainissement. Et de toutes les façons, il y avait... Tout est collé à lui. Non, il y avait... hydraulique et assainissement. Non, il n'y avait pas assainissement qui était rattaché à Gadazi. C'est seulement de l'hydraulique. Qu'est-ce qu'il y avait l'assainissement avant? Personne n'avait l'assainissement. Non, mais quand vous avez l'eau, vous avez l'assainissement. Non, mais l'assainissement, ça ne veut pas dire seulement l'eau. Ça veut dire les eaux usagées, les eaux de pluie, comment les vidanges. Comment traiter les eaux des fosses septiques. Aujourd'hui, c'est un business pour certains pays. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'eau, de l'urbanisme, non, le ministre de l'eau et hydraulique. Qui prend l'assainissement à votre avis? Non, c'est l'eau hydraulique. Voilà. Bon, mais c'est que ça n'a pas été dit. Et aujourd'hui, donc, mais vous allez au Ghana. Non. Il y a un centre de traitement des fausses, même seulement des eaux usées, mais des défécations que nous... un centre de traitement? Ah oui, on a fait des composts. Et même ici, les ordures ménagères et tout, et tout ça, ça relève aussi de l'assainissement. Oui. Quand les décharges qu'on voit un peu partout, en pleine ville, en plein centre commercial, tout ça là, on voit des dépôts d'ordures. Donc, je crois qu'on a responsabilisé quelqu'un et qui est quand même quelqu'un qui maîtrise le secteur de l'eau, le DG de la TDE. Donc, il va essayer de faire ses preuves. Dire que cela relève du népotisme, je ne crois pas parce que le Togo n'est pas singulier en la matière. Mais quelqu'un qui prend son bouffet, même dans les pays de haute tradition démocratique, on a vu un peu ce que Trump a fait de son cabinet. Vous voyez aussi les scandales. Vous voyez aussi les scandales qui... mais est-ce que Gbegbenny a cette expertise-là qu'on veut? On le laisse. Il a ça. Il est toujours directeur général de la TDE. Donc, et je vous dis que l'eau qui sort de nos robinets n'est pas potable. Non, mais le problème n'est pas là. C'est une question de toutes les façons. Le Tchakala pose la question, est-ce qu'il a l'expertise nécessaire pour faire ce travail? La réponse, c'est oui. Ah bon? Maintenant, dans la gestion des choses, il faut aller donc aux nouvelles ou investiguer pour savoir sa gestion, comment ça a été. Ça, je crois que c'est deux choses différentes. La capacité de la personne et comment elle a géré et voilà donc l'entreprise ou la structure donc où elle est partie. Maintenant, moi je suis étonné qu'on nous dise que l'eau qui sortait des robinets ressemblait au café, parce que quelqu'un qui décide de vous offrir tout le café, un café chaque matin. Ça, c'est un mot d'Arakiri. Olivier, c'est sérieux ce qu'on est en train de dire. C'est un mot d'Arakiri. C'est pour plaisanter. De toutes les façons, vous avez posé une question. C'est sérieux, l'eau. La question de l'eau. Vous avez posé la question de savoir au moment où on croyait que voilà, le gouvernement Classou allait être balayé et on nomme quelqu'un au gouvernement. Mais c'est aussi un message politique, c'est aussi une communication politique. Et pour dire quoi? Écoutez, vous pouvez beau crier, nous on fonce. Comme on dit. Pour dire que celui qui a mis en place ce gouvernement a confiance en ce gouvernement, qui ne reproche peut-être pas grand-chose à ce gouvernement. Non, pas forcément, parce que le moment n'est pas propice pour faire démissionner ce gouvernement. Mais qui décide du moment? Nous sommes en crise. Mais qui décide du moment, de toutes les façons? Crise ou pas, on a vu dans ce pays où il y avait des manifestations, où les gens donc criaient et brûlaient, mais le premier responsable du pays, voilà, il voyageait. C'est aussi une communication en fait. Et là, parfois, ça touche plus. C'est plus percutant en fait. Ah bon? Oui, c'est plus percutant. Par rapport peut-être à l'adversaire ou au camp adverse. Parce que
qui ne dit, vous croyez que vous êtes en train de secouer la personne. Là, moi, ça frise le mépris. Elle vous dit que ça frise le mépris. De toutes les façons, c'est aussi sa manière de communiquer. D'accord? Donc, c'est pour seulement mettre l'accent sur ça. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mauvais, mais on a deux camps en face. Donc, tout le monde communique. Certains occupent les réseaux sociaux, certains occupent le devant. D'autres ne disent rien. C'est aussi une façon de communiquer. Oui, je veux placer un mot par rapport à l'expertise. C'est vrai, il peut avoir l'expertise, mais si on ne lui donne pas les moyens, il ne pourra pas faire grand-chose. Parce que Isidore parlait de la vétusté de... tous les ministres ont les moyens. Non, pas forcément. Attendez. Pas forcément. Vous avez déjà vu un ministère qui n'a pas les moyens? Oui, il y a des ministères qui ont des problèmes pour dérouler. Le ministère d'Ohin. Sans portefeuille. On vous donne un exemple. Non, sérieux. Donc, il faudrait que les moyens... On sait que le ministre Ohin n'a pas de portefeuille. Il faudrait que les moyens accompagnent cette nomination pour lui permettre de... Un ministère qui n'a pas de moyens, qui dit rien, qui est là. Non, mais c'est pas lui qui décide. Il y a un chef du gouvernement qui coordonne tout. Vous savez que on a un budget. Ça fait problème. Non, comment ça fait problème? Mais c'est la triste réalité. Un ministère qui n'a pas de budget. Vous voyez qu'il y a des ministères. Quoi, le ministre? Non, quand il y a des problèmes, ils ont des difficultés pour communiquer. Tout simplement, ils n'ont pas de ligne consacrée à la communication. Non, ça c'est autre chose. Non, c'est un ensemble. Avoir des lignes pour communiquer. Le travail pour lequel vous êtes là. Mais est-ce que vous avez les moyens pour ça, oui ou non? On n'a pas les moyens. Pourquoi on ne quitte pas? Pourquoi on ne donne pas le travail? Tout dépend de la priorité du chef de l'État. Tout dépend de la priorité du chef de l'État. Parce que si vous prenez le budget, vous allez voir que certains ministères ont une partie conséquente, importante du budget. Par contre, d'autres... c'est quasiment rien. Écoutez, tous les ministères ont le minimum pour fonctionner quand même. Hein. Non, mais le problème ne se pose pas en termes de moyens qu'il faut remettre à tel ministère pour son bon fonctionnement. Non, un ministre, c'est un chef d'équipe qui doit créer. C'est un chef d'équipe qui doit créer, innover. Rédiger des projets qu'il va soumettre, l'appartenance des projets qu'il doit soumettre à certains partenaires au développement. C'est ça. Quand on parlait du PUDC, ça ne veut pas dire qu'il y avait des milliards quelque part qu'on devait consacrer, mais c'est des projets qu'on a élaborés et qu'on a soumis à certains partenaires. Et le PNU, la Banque mondiale et d'autres, et certains partenaires ont accepté d'accompagner ça. Donc on sait qu'il y a un problème de l'assainissement dans ce pays. On sait qu'il y a un problème de l'eau. Donc je crois que le ministre actuel peut aussi élaborer des problèmes et des projets et soumettre ça à certains partenaires qui vont les financer et là, il va dérouler. Donc, je crois que c'est ça. Quand on parle aujourd'hui du PNIASA avec 600 milliards ou bien combien? Ça donnait quoi? Il n'y avait pas une... Je ne sais pas ce que ça donnait ou pas, mais on nous a dit que le projet a été quand même un franc succès et même on est sur la phase PNIASA 2, je crois. Pour Nianzan. Bon, on est encore. Si ça n'avait pas marché, les partenaires sont venus, ils ont vérifié et ils ont dit que c'est concluant. Et maintenant on est sur Nianzan. On a nasalisé là. Donc ça peut marcher. Donc on veut que le ministre Begbeni, Antoine Begbeni, soit quelqu'un qui ait cette vision-là, qui est quand même apprécie à sa haute valeur, juste valeur, les charges qu'on lui a confiées. Son papa a été ministre sous Yadema. Il paraît. Aujourd'hui, lui aussi, il est ministre. Oui, bon. Peut-être que dans 10 ans, son fils sera ministre. Et toi, ton enfant? Non, mais je suis en train de créer des conditions pour que ces gens-là ne nous fassent plus ombrage pour longtemps. Isidore, non. Il y a de l'eau un peu partout à Lomé depuis quelques jours. Oui, partout, c'est ça. C'est le même problème chaque année finalement. Oui, ça relève aussi de l'assainissement. Et on a créé des rétentions d'eau. Des lacs artificiels. Mais on ne voit pas l'efficacité de ces projets. Et tout ce qu'on a eu à faire, je crois que c'est du saupoudrage. Puisque vous ne pouvez plus accéder dans les quartiers comme Baie et Badago ici, sous l'eau, toutes ces choses-là. Je me pose beaucoup de questions.
à quoi ont servi tous ces milliards qu'on a investis dans des projets? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution pour le quartier Gbadago? Parce que c'est le même rengaine chaque année, chaque saison de pluie. C'est bizarre, alors que... Où on rase le quartier? Non, c'est proche même de la lagune. De la lagune. C'est ça le drame. Il se doit drainer l'eau pluviale. Mais c'est pas... Si c'est... Bon, alors, puisqu'il a la maîtrise... non, les travaux... Et il a l'expertise, je crois qu'il va les mettre à... 30 secondes avant la Non, les travaux devront mener... Bon, le tronçon, Ranco, chose là, on a cassé tout, on a mis les choses sans dessus. Donc, l'eau ne trouve plus de passage. Donc, là, non, mais même avant, oui, il y a toujours de l'eau. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que la lagune est tout à côté. Tout à côté. Et on pouvait quand même drainer ces eaux depuis vers la lagune. Mais c'est incompréhensible qu'on dise que Gbadago soit à côté, soit mitoyen de la lagune et qu'au même moment, c'est d'avoir toujours des problèmes. Il faut revoir. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer la pause publicitaire et nous allons nous retrouver par la suite. 93.1 Taxi FM. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Et nous sommes encore ensemble à l'antenne jusqu'à 12h35 minutes. Et nous allons parler maintenant politique avec les derniers développements de l'actualité politique au Togo et la suspension du dialogue entamé le 19 février dernier. Nouveau blocage. Isidore, quelles en sont aujourd'hui les raisons évidentes? Non, c'est clair et c'est prévisible. C'est le retour à la Constitution de 1992 avec ses conséquences. Et que le pouvoir ne veut pas entendre de ses oreilles. C'est là où les travaux sont bloqués. Et tout le monde, même il y a des signaux qui nous montraient que sur ce sujet-là, ce serait houleux et les discussions vont être crispées sur ce sujet. Bon, moi, je m'attendais à cela, mais je me disais que quand les gens ont accepté et disent qu'il n'y aura pas de sujet tabou, peut-être qu'il y a eu des dispositions pour qu'on puisse régler le problème et que chaque parti, surtout le Togo, puisse en sortir grandi. Mais je constate malheureusement que ce qui se passe, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu et nous allons demeurer les derniers de la classe dans la sous-région, à ne pas opérer les réformes, à ne pas faire bouger les lignes et que le Togo puisse rentrer dans le concert des nations civilisées. Et je pèse bien mes mots parce que à la où les choses évoluent, la fois dernière je fleurais le sujet que Ado pouvait ne pas revenir ici, vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Oui, et beaucoup n'ont pas été d'accord avec moi. Aujourd'hui, le constat est amer. Quand on dit que les travaux sont reportés à une date ultérieure, ça veut dire que c'est au calendrier grec. C'est signifié. On ne sait quand est-ce qu'on va se revoir. Ça suppose également que on est en train de constater l'échec de ce dialogue? C'est l'échec prononcé. Et surtout pour vous, c'est prononcé? C'est déjà prononcé, puisque Faure Gnassingbé dit que l'armée ne serait pas d'accord qu'il ne se représente plus en 2020. Et les délégués... Oui, ça c'est les confidences du journal L'Alternative cette semaine. Oui, il avait annoncé bien avant que les choses ne commencent. Il avait annoncé dans les couloirs que c'est les indiscrétions, l'homme des indiscrétions est là, qui me permettent de... Mais quand il avait annoncé, ça a surpris beaucoup de gens, mais le constat est là, amer. Et que la délégation d'UNIR a dit que Faure va se présenter en 2020, 2025 et pourquoi pas en 2030. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. D'accord. Olivier, est-ce qu'on peut parler de l'échec du dialogue politique au Togo déjà? Non, pas encore. Je crois que au début du dialogue, on nous a annoncé donc un dialogue de 10 jours, sur 10 jours. Et je crois que la manière dont les 10 jours sont comptés, c'est les jours de rencontre. Donc, qui sont comptés. 10 séances, quoi. Oui, 2 séances. Et 10 séances, voilà. Donc, il n'y a eu que 2 ou 3 séances au plus. Et on a encore 19 et 23. Donc 8 séances au compteur. Et selon certaines indiscrétions, voilà, les gens vont se revoir à Accra donc, pour essayer d'aplanir leurs divergences.
Et j'estime que lorsqu'on a besoin aussi d'un facilitateur pour ça, c'est parce qu'on savait que ça allait être difficile. Et c'est pourquoi on avait besoin d'un arbitre pour pouvoir essayer de rapprocher les positions. Donc on savait aussi que ça allait être difficile parce que les positions étaient si tranchées que entre Togolais, ce n'était pas facile de résoudre ça. Mais on peut se réjouir que le Ghanéen fait un travail louable et il montre donc une maturité incroyable en matière de négociation. Et j'estime que c'est un avocat chevronné. Absolument. Donc on a bon espoir que les uns et les autres vont pouvoir s'entendre, puisque les questions chopent sur une candidature en 2020 du président de la République et surtout le retour à la constitution de 92 originelle. Et les uns et les autres n'acceptent pas. Bon, ce sont des grands garçons et de grandes femmes plutôt, donc ils vont s'entendre. Sinon, moi j'estime que l'opposition pendant 5 ou 10 ans a réclamé les réformes, surtout les reliquats de l'APG, et les réformes, la limitation du mandat surtout, et puis le mode de scrutin. Donc pendant longtemps c'était l'exigence qui était sur le tapis. Et même les gens ont manifesté, les gens ont été blessés, certains sont morts pour ces deux exigences. Mais soudain, ça a changé. Et on exige le retour en l'état de la Constitution de 92. Au même moment, on a reçu au moins ces revendications qu'on avait auparavant, c'est-à-dire la limitation. Oui, mais il y a une loi qui a été déposée par le gouvernement. Vous oubliez l'article 168 qui est annexé à cette loi. Oui, c'est des questions de négociation en fait. Puisque l'article n'était pas annexé quand au moment où on déposait le projet. C'était un amendement qui est venu. Et je crois que... Oui, bon, on est en politique. Donc voilà. Et moi j'estime que c'était une occasion de discuter sur au moins cette question, parce que les deux camps sont d'accord au moins sur cette question de limitation du mandat et du retour du mode de scrutin, donc à 2 tours. Maintenant, s'il y a un amendement qui a été apporté, ce qui n'existait pas, ça veut dire qu'on peut, avec ces négociations, l'enlever. Donc voilà des questions qu'on pouvait arranger et discuter très rapidement. Maintenant, comme on est habitué au Togo à tourner autour des questions, à ne jamais les résoudre, on est en train de reprendre la même stratégie, mais au moins il y a une tierce personne qui est dans le débat et qui va nous aider. Et ce n'est pas facile pour le président ghanéen aussi d'arbitrer, surtout d'aider les acteurs à se mettre d'accord sur l'essentiel. C'est clair aujourd'hui que l'équation est difficile. On n'a pas aussi envie de chercher à qui la faute aujourd'hui, si ça périclite ou ça se complique un petit peu. Mais est-ce qu'on pourra réussir à s'entendre sur l'essentiel? Quand on interroge les deux camps, l'essentiel, c'est que on tire tous les enseignements de ce retour à la Constitution 92. Et ça, au niveau du pouvoir, Faure Gnassingbé, on ne l'entend pas de cette oreille. Est-ce que ce n'est pas toute la complexité du débat togolais finalement? Oui, et avant de répondre à cette question, je crois qu'il faut aujourd'hui saluer la disponibilité dont fait part le président ghanéen. Il est élu par les siens pour 4 ans. Que les Togolais sachent, que les acteurs politiques sachent qu'il est un président d'un autre pays et qu'il a décliné un programme qu'il doit mettre en marche. Lui-même, il sait ça. Mais c'est qu'il ne faudrait pas que sur un oui ou un non, on fatigue le monsieur. Qu'on essaie de montrer au monsieur que bon, la mission pour laquelle vous êtes venu rapprocher nos points de vue, ça serait une mission impossible. Quelqu'un ne peut pas être aussi disponible que ça. On a vu antérieurement ce que les dialogues inter-togolais parrainés par un médiateur avaient donné. On se transportait vers là, vers le Burkina Faso. Avec Blaise Compaoré. Mais aujourd'hui, celui-ci est disponible. Il vient vers nous. Donc, il ne faudrait pas que nous vendangions cette occasion, cette ultime occasion que ce président est en train de nous donner, de nous entendre sur l'essentiel. Mais maintenant, est-ce que les Togolais, les acteurs politiques... Parce que quand on prend cette crise et qu'on prend celle antérieure,
C'est vrai, il y a eu mort d'hommes, il y a eu des situations quand même qui ont été tendues dans le pays, mais c'est que les positions se sont radicalisées depuis 2006. À l'époque, à la signature de l'accord politique global, c'est qu'il y avait cette volonté-là, même du pouvoir, de sortir de la situation. Mais aujourd'hui, on se cramponne sur sa position. Au niveau du pouvoir, les positions sont figées, on a radicalisé un peu le ton, et au niveau de l'opposition, parce qu'entre-temps, on n'a pas su donner suite à certains engagements qu'on a pris, on se dit que, ah tiens, on ne va plus se faire mordre ou bien se faire rouler comme ça. Donc, c'est des positions inconciliables. Donc, le président ghanéen, le médiateur, a vraiment du boulot à faire. Maintenant, la question qui fâche, elle est là. Est-ce que Faure sera de la partie en 2020? C'est sur ça que ça choque. La coalition réitère sa position, même après la suspension des travaux. Ce début de semaine, on a écouté les leaders de la coalition dire que, eh bien, en tout cas, la coalition n'apposera jamais sa signature au bas de document qui dit que Faure Gnassingbé peut être un candidat en 2020. Oui, et au niveau aussi du pouvoir, eux aussi n'entendent pas sortir un document qui mettrait hors jeu Faure Gnassingbé, leur champion. Donc vous voulez que quoi? Non, ça veut dire que on est en train de voir ce que le dialogue va donner. L'échec pour... Non, l'échec, il faudrait pas qu'on se leurre. L'échec. Quel sursaut? Vous êtes pessimiste? Non, j'étais optimiste quand ils se sont entendus pour le format du dialogue. Mais non, je suis... Non, les lignes ne vont pas bouger. Non, de part et d'autre. Mais on est en politique. Non, mais... c'est pernicieux. Attendez, Isidore. Moi, j'opte pour le renforcement de la démocratie. J'ai une autre option. La démocratie. Le déverrouillage des institutions de la République, parce qu'on a déjà eu le mode de scrutin de tout, mais si. Et puis le code électoral, tout ça là, est déverrouillé. Vous avez envie de dire qu'il faut que beaucoup plus pour l'opposition de se battre pour obtenir l'amélioration du cadre électoral, plutôt que de se battre aujourd'hui pour que Faure Gnassingbé parte ici et maintenant. Non, ils ne l'obtiendront pas, et puis les autres ne vont pas céder. Donc on sera dans une impasse totale. Qui sera le grand profiteur ou bien le grand gagnant de cette impasse? Pas le pouvoir, pas l'opposition, mais c'est le peuple qui va en pâtir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donnez-vous les moyens de pouvoir créer cette alternance que vous n'aurez pas par papier, par la voie des urnes. Parfait. Non, je pense juste à ce niveau-là, je voulais juste placer un mot. C'est là où le débat est pernicieux. Est-ce qu'il relève de ces représentants de décider de qui sera candidat ou pas? Ce n'est pas leur rôle. Non, on va pas voiler le débat. Non. Le problème aujourd'hui, quand on parle de retour à la Constitution, certains ont envie de dire que non, que ce n'est pas par rapport à la Faure Gnassingbé, mais c'est pour le peuple togolais. Est-ce que c'est de leur prérogative? De l'autre côté, il est un petit peu aussi visé. On a eu une Cour constitutionnelle, pourquoi? Il y a un juge constitutionnel qui va juger de la recevabilité. Le débat s'est posé en 2014. De la recevabilité ou non d'une candidature. On avait eu ce débat là en 2014. Non, mais quand même... Non, je dis les choses telles qu'elles sont, hein, parce qu'ils n'ont pas mandat d'aller décider de qui sera candidat à 2020 ou pas. Mais ils ont mandat d'aller négocier ou bien de discuter sur le retour de la Constitution de 1992 et les conséquences qui vont en découler. Mais il y a un juge constitutionnel. Oui, mais le juge, c'est cette lecture que le juge fera. Mais quand il fera cette lecture, mais ça ne dépendra plus de ceux qui sont allés à cette négociation. C'est là où le débat est pernicieux et on risque de jamais en sortir. Alors, cette lecture découlera de retour. Et aussi, on comprendra pourquoi un blocus pour ce retour. Autre aspect de la chose, les gens se cantonnent seulement sur le mode de scrutin et la limitation du mandat. Non, il y a d'autres fondamentaux de la Constitution 92, le régime politique dans lequel nous sommes. Oui, ça, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. C'est vrai, Thierry Tamar a fait une proposition par rapport à ça. C'est très important. Il y a quelques jours. Oui, Thierry, il faut nous connaître maintenant. Je crois que nous devrons œuvrer pour que ce dialogue-là ne soit pas un échec. Et les deux parties... Ça dépend aussi de la presse. Oui, les deux parties... que faites-vous aujourd'hui? Doivent savoir que le fait même que... beaucoup plus de l'accent sur le feu. Le fait même qu'ils ont accepté... Est-ce que vous m'écoutez, Thierry? Oui, je vous écoute. Je vais revenir là-dessus. Le fait même qu'ils ont accepté aller au dialogue, ils doivent avoir en tête que le dialogue, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. C'est-à-dire qu'ils doivent perdre pour le gagner sur un autre plan. Donc, le fait de se
de se radicaliser, ça ne va pas. Est-ce qu'il faut réfléchir aujourd'hui dans le contexte togolais en termes de gagner et perdre? On parle du Togo. Logique, on parle du Togo. Oui, Qu'est-ce qui marche ailleurs et ne peut pas marcher au Togo? On parle du Togo, mais malheureusement, ceux qui sont à cette table de discussion là, c'est du marchandage. ont leur calcul. Sinon, en quoi le fait que Faure Gnassingbé ne soit plus du rendez-vous en 2020 va poser de problèmes? Et s'ils défendent que leur champion soit encore du rendez-vous de 2020, c'est parce que ils ont leur intérêt. Donc, on doit arriver à dépassionner le débat. Et je crois savoir que le facilitateur est assez outillé pour nous aider à sortir de l'ornière. Non, il a été clair, le Ghanéen. Il dit qu'il n'a pas de solution miracle ou une solution proposée. Mais à un moment donné, à un moment donné, vous avez vu ce qui s'est passé le premier jour? Oui, le 19. Si vous suivez le film des choses, le pouvoir n'était pas favorable à libérer ces personnes-là. Mais il a fallu qu'il fasse un aller-retour au palais de la Marina. Il est revenu, les choses ont évolué. Oui, certains pensent que ces personnes qui ont été libérées étaient prises en otage en réalité. Oui, mais en otage, mais le pouvoir n'était pas favorable, n'était pas dans l'optique de les libérer. Ben, il a eu la rançon nécessaire peut-être. Oui, mais c'est un peu ça le jeu de la négociation. On a libéré ces personnes, on a demandé à l'opposition de ne plus manifester. Donc, il y aura toujours quelque chose qui va les amener à s'entendre sur l'essentiel. Parce que cette situation-là, ça dure trop. Et nous devrons œuvrer ou bien aider ces acteurs politiques-là à trouver le juste milieu pour nous permettre de... Et ça passe par la presse? Oui, la presse fait partie. Parce que aujourd'hui, il n'est plus question de dire que celui-ci a raison ou celui-ci a tort. Si l'intérêt du pays est mis au devant, donc c'est ce que je pense de la situation. Et le Faure Gnassingbé aussi doit savoir que les réformes, ça s'impose. Et soit il va faire les réformes, ça va l'importer, soit il va faire les réformes, cela va lui être profitable. C'est un peu ça. Parce qu'on doit jouer de façon que chacun ou les uns les autres ne perdent pas la face. C'est un peu ça aussi. C'est l'autre enjeu aussi de cette discussion politique-là. Oui, que personne ne perde la face. Absolument. Mais c'est pas possible. Bon, de toutes les façons, que le Togo ne perde pas la face. Oui, et si le Togo ne perd pas la face, c'est les Togolais qui sont en train de discuter. Et donc, que personne ne perde la face, c'est normal. Quel doit être le rôle de la presse dans tout ça? Parce qu'on s'est aussi suffisamment divisé. Non, le rôle de la presse d'abord a pris fait et cause pour un camp ou contre un camp, et ça aussi on va pas nous leurrer, on va pas nous leurrer là-dessus. Non, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, ça a été toujours comme ça dans notre pays. La presse qui a démarré avec une presse de combat aujourd'hui, donc a un peu évolué, mais il y a encore donc ces relents. Et voilà, maintenant, en temps de crise, quel doit être le comportement du journaliste, c'est autre chose. C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à travailler, à apaiser la situation. Mais en ne cessant pas donc de faire le travail qui est le nôtre, c'est-à-dire dire la vérité, informer, former et distraire. Ou du moins, voilà, donc, et ça, c'est le rôle. Oui, dire la vérité, mais est-ce que la vérité, elle n'est pas donc unique et univoque? Chacun a sa vérité. Parfois, si tu connais en politique, c'est ce qui est paradoxal. Chacun a sa vérité. Dans un camp comme dans l'autre, on vous dira que c'est nous qui avons raison. Et avec des arguments donc à l'appui. Mais il faut mettre l'intérêt du Togo au-dessus de tous les intérêts. C'est pourquoi moi je dis que le dialogue doit réussir. Même si au départ, j'étais plutôt de ceux-là qui étaient plus sceptiques donc, par rapport au déroulé de ce dialogue. Oui, malheureusement. Avec Chakala. Mais aujourd'hui, j'estime que les gens ont montré une disponibilité, c'est-à-dire l'accord sur la libération des détenus m'a convaincu que les gens étaient prêts à aller au-delà donc et à mieux apprécier l'intérêt du pays. L'intérêt du pays aujourd'hui, c'est
de faire un effort sur chaque position. C'est-à-dire, chacun devra, en tout cas, mettre un peu d'eau dans son verre, comme on a l'habitude de le dire, ou du moins verser le vin et garder de l'eau. Ça aussi, on peut le faire. Mais, dans tous les cas, c'est le Togo qui doit gagner. Non, je voulais rebondir au niveau du rôle de la presse. Oui, c'est le moment où jamais où la responsabilité sociale du journaliste est engagée. En période de crise, la responsabilité sociale du journaliste est très engagée. Qu'on ne dise pas de nous taire sur certaines choses, mais de jouer le rôle de vigie que nous personne n'a demandé à la presse de se taire. Ah oui, mais c'est ce que c'est tout à l'heure que la presse qui jette de l'huile sur le feu et les gens qui vont embraser les choses. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Alors, pour la sérénité des débats. Mais on a même écarté la presse des débats. Mais n'empêche. Dans la salle ou quoi de discussion? Moi, j'étais de ceux qui disaient que ce débat doit être retransmis en direct. On était tous d'accord la dernière fois. Mais ça n'a pas été. Tel n'a pas été le cas. Bon, moi je dis que technique, non, c'est un manque de volonté. Et on a le courage de le dire. Et moi je dis que la presse doit jouer son rôle. Et on nous a toujours appris que le journaliste est l'avocat de la veuve et de l'orphelin. Est la voix des sans-voix. Donc moi je m'en tiens à ces principes et jouer notre rôle dans cette crise pour que le Togo puisse en sortir gagnant. C'est tout. Mais il se fait que dans tous les deux cas, il y a des veuves et des orphelins. Bon, je n'en disconviens pas. Donc, je n'en disconviens pas. La voix des sans-voix. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que tous les acteurs politiques aient comme point de fixation le Togo. Comment faire pour que le Togo ne soit plus ce qu'il fut et ce qu'il est actuellement? Non, on peut se transcender. Oui, mais on peut prendre cette hauteur. Tout le monde dit la même chose. Oui, la coalition semble avoir en sa possession des éléments pour sortir le Togo de l'ornière. Les autres aussi vous diront que l'alpha et l'oméga de la sortie de crise, c'est l'autre. Oui. Donc, est-ce qu'on met le peuple où dans ça? On fait quoi dans on est en train de personnaliser le débat de part et d'autre. Quand certains veulent mettre out et que d'autres veulent maintenir. Donc ça veut dire que c'est la fixation. Maintenant, est-ce qu'on peut s'entendre sur le juste essentiel? Il viendrait d'où? Est-ce qu'ils attendent quand même que le facilitateur leur dicte des conduites à tenir? Dans ce cas, je crois que les propositions doivent venir. Les Togolais en ont tellement fait qu'ils ont vidé leur gibecière de propositions. À partir du moment où on est braqué, on ne veut pas prendre en compte ce que l'autre dit. Là, je crois que c'est déjà... Moi, franchement, au début, j'étais optimiste. Même maintenant, franchement, vu la façon dont les choses se passent, vu des adjuvants qui viennent se greffer sur la situation actuelle, franchement, il faut un miracle. Et le miracle, franchement, je crois que ça... Non, ça, c'est d'exister, le miracle. Et si ce dialogue échoue, non, ça doit avoir encore des conséquences. Des conséquences désastreuses, dramatiques pour le peuple, pour le pays et pour même cette classe politique togolaise. Oui. C'est ça. Il faut la renouveler. Et même pour la sous-région. La sous-région. Cette classe politique. Vous pensez que c'est pour les... Est-ce qu'il ne faut pas la renouveler finalement? Oui, ou ça ne se décrète pas? Ça ne se décrète pas. Non, c'est comme si ces gens-là vont sur un plateau d'or dire que mais vous les jeunes, prenez la relève. Ça ne se fait pas comme ça. Il appartient maintenant aux jeunes, de par leurs actions, de par leur pugnacité, de par la lecture de l'actualité, essayer de se frayer un passage et s'imposer. Ça s'impose pas. Ils vont s'imposer par quoi? Par la pertinence de ce qu'ils auront apporté pour faire maintenant bouger les lignes de part et d'autre. Hein? C'est que ceux-là que nous voyons au dialogue, il y a d'autres aussi derrière qui tirent les ficelles. Et on ne veut pas porter une lourde responsabilité. Celui-là qui va dire que non, bon, on concède que tel passe en 2020, mais voilà ce que nous attendons en retour. Et maintenant, on vous dira que mais avec le président de la République, en 2020, avec cette force, cette armada de moyens dont on dispose là, on peut beau déverrouiller le système, on peut d'où qu'il passerait comme une lettre à la peau. C'est ça aussi l'inquiétude des autres. Sinon, faire passer quelqu'un pour 2020 et décrisper la situation, ça peut se passer. Mais j'aimerais placer un mot là-bas. Parce que c'est ça aussi l'opposition doit apprendre de ses erreurs passées. Parce que vous rappelez-vous que cette proposition d'accorder encore un mandat en 2014. En 2014, c'était fait. Il y avait un groupe même qui a été formé. Et celui qui a fait cette proposition a été... non, c'est le maître Jean Degli aussi en a fait. Et Jean Degli. Mais ils ont été jetés aux orties. Ils ont été massacrés totalement. Et il y a une meute médiatique qui s'est déchaînée contre eux.
Mais aujourd'hui, On on revient à est la au case de même départ. moment et on discute de la même chose. Et peut-être que c'est la 4 ans après. concession que les gens feront après. Donc on Et doit maintenant, se c'est perdre. plus Donc, radicalisé. je crois que parfois, moi, je demande que les gens prennent de la hauteur et laissent la passion en politique. C'est-à-dire, c'est parce que, pourquoi c'est l'autre qui l'a dit, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Alors que l'autre aussi peut proposer de bonnes choses. Aujourd'hui, on nous fait perdre du temps et on revient aux mêmes choses que les gens ont déjà proposées et discutées. Si bien que le pays est en retard, alors que rien ne change. Mais on peut s'entendre pour changer des choses si on écoutait un petit peu certaines personnes dans ce pays. Alors, Isidore Akolor, aujourd'hui, au-delà du départ de Faure Gnassingbé, que ce soit ici et maintenant, comme le parti PNP l'a toujours dit, ou que Faure Gnassingbé finisse son mandat et qu'en 2020, il ne soit pas candidat, entre ça et le fait de se battre pour, Tchakala Leroux l'évoquait tout à l'heure, pour des meilleures conditions, pour que le cadre électoral soit amélioré, pour que les institutions soient déverrouillées, pour qu'on aille aux élections en 2020, y compris Faure Gnassingbé, et qu'on fasse ce qu'on appelle aussi l'insurrection électorale. Est-ce que ce n'est pas profitable en ce moment-là? Que donner le sentiment aujourd'hui qu'on ne veut pas celui-ci parce que peut-être on a peur qu'il vous gagne? Non, je vais réitérer ma position qui ne revient pas à ceux qui sont au dialogue de décider de qui sera candidat ou pas en 2020. On a des institutions pour ça. Je réitère toujours ma position. À lieu de faire les réformes, c'est-à-dire l'interprétation qui va en découler, vous parlez des deux partis. Des deux partis. Parce qu'il y a une partie qui dit mon champion il est là, il reste. Il y a l'autre qui dit il doit partir. Est-ce que c'est leur rôle? Ce n'est pas leur prérogative. Ils ont le courage de le dire. Qui valide les candidatures? Est-ce que c'est eux qui vont valider les candidatures? Bon. Maintenant, je reste sceptique. Ayant vu ce qui s'est passé en 2015, avec l'engagement de Général et Sangaré, qui était allé prendre les urnes partout. Vous avez vu comment il est reparti du Togo? Comment? Ah bon? Je ne vais plus refaire l'histoire. Je ne me rappelle plus. Ah bon? Oui. La nuit là, quand comment appelle-t-on, Ouattara et l'autre là était venu, était venu, mais on a donné des injonctions et on a vu un président qui nous a dit qu'il paraît que j'ai mal restitué, président d'une CENI. Quand on parle de restitution, on parle français. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a compilé les résultats. Et jusqu'à preuve du contraire, vous mettez bout à bout les voix réparties aux 5 candidats, ça n'arrive jamais à 100%. La Cour constitutionnelle, qui devait redresser, aussi a failli. Voilà. Bon, la situation que nous vivons. Si on redressait la situation, c'est ça n'a pas toutes ces d'incidence. corrections-là qu'il faut apporter. Je reste sceptique. Concernant les réformes institutionnelles. Je reste. Voilà. C'est pourquoi je dis qu'il faut aller vers là. Opérer les réformes. Améliorer le cadre électoral. Même pour mettre tout le monde en confiance. Faire appel à une supervision internationale, comme ce fut le cas en 1958. Alors, pour redonner la chance au dialogue de démarrer, on pourra laisser de côté la question du retour à la Constitution. Non, on poursuit le reste. Et puis après, on retourne à la Constitution de 1992. Les conséquences qui vont découler, ce n'est pas à eux d'en parler. Non, puisque c'est ça même. Présenter de cette manière-là, ça serait difficile. Non, c'est trop facile parce que cette même la Constitution de 92, en aucun cas, sort déjà quelqu'un. Non. Donc, vous voyez les autres débats. Quel est l'objet de des revendications? Pourquoi a-t-on appelé les gens au dialogue? C'est sur 2 aspects de la chose. Le retour de la Constitution de 1992 et le vote de la diaspora qui relève maintenant des réformes à opérer au niveau du cadre électoral. C'est les 2 questions dont les gens vont discuter là-bas et trouver des solutions. Le reste, les interprétations, il y a des institutions pour le faire. Aujourd'hui, il y a un blocage. On fait quoi, Isidore Akolor? Ah mais, là, c'est là que j'en appelle à la sagacité du médiateur ou du facilitateur. Mais pas de ce magique. Il reviendra, les positions seront figées. Bon, il faut maintenant faire des propositions. Je vais proposer quelque chose. C'est qu'ils sont dans une salle. Les Togolais connaissent la salle. Qu'ils nous trouvent des solutions. Non, c'est le peuple. Vous voulez que les Togolais aillent là-bas? Ah oui, on a trop souffert de ça. Allez les séquestrer presque. Mais qu'ils trouvent des solutions et qu'ils sortent de cette salle avec des solutions. Ça se fait.
ça va se faire. Mais c'est pas eux qui souffrent. Et ils s'achètent les billets d'avion, ils voient, leurs enfants ne sont pas ici. C'est nous qui appartenons. Et vous admettez-vous un seul instant qu'il y ait encore recherche de ça? On va encore traîner pendant combien de temps cette croix-là, cette lourde croix-là? Pendant combien de temps? Mais quand le peuple s'impose, entre-temps, les gens parlent au nom de ce peuple. Quand elle se met dans les rues, il dit que on a le peuple. Quand l'autre aussi veut contre-manifester, il dit que non, moi aussi, je draine. Maintenant, c'est l'occasion ou jamais que ce peuple-là fasse entendre sa voix. Qu'il sorte de ce dialogue-là avec des résultats probants qui satisfassent les intérêts du peuple et qui hissent le Togo au-dessus de toutes les petites considérations partisanes et égoïstes. Non. Monsieur, merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Il est l'heure de libérer l'antenne. Merci Tchakala Alirou. Je rappelle juste que c'est vous le patron du journal Courrier de la République. Isidore Akolo, le patron du journal Actu Express. Thierry Afanoukwe gère le site internet gapola.net. Et puis Olivier Adja, qui est le patron de l'agence de presse Afripresse et du journal Arakiri, qui fait rire. Merci beaucoup à Olivier. Merci également à Jack Prosper pour la coordination technique. Appelez-moi Saint-Irrigator. À demain. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM.